Salut, aujourd'hui je vous propose quelques petits conseils pour essayer de mieux vivre au quotidien avec l'hémétophobie. Moi j'ai eu vraiment une très grosse hémétophobie pendant très longtemps. Je sais à quel point c'est difficile, à quel point ça peut nous empêcher de vivre, ça peut nous pourrir la vie littéralement. Et donc j'ai mis en place un certain nombre de petits stratagèmes au fur et à mesure. Donc on va pas parler de psychologie, on va pas parler de thérapie, on va juste parler de comment faire au quotidien pour faire en sorte que ce soit le plus vivable possible, que ça aille de mieux en mieux et que la phobie soit de moins en moins présente et diminue petit à petit avec le temps. La première chose, c'est vraiment essayer d'être toujours dans un mouvement avec cette envie de se challenger et d'avancer tout le temps, même si ce sont des tout petits challenges de rien du tout, peu importe, ce sont vos challenges, vos victoires, et ça permet de se sentir plus capable petit à petit d'avoir de la satisfaction, se comparer avec soi-même, ne pas se comparer avec les autres et surtout pas avec les personnes qui ne souffrent pas d'hémétophobie. Si vous avez des troubles obsessionnels compulsifs par exemple, essayez de diminuer un trouble en particulier tel jour. Avoir en tête cet objectif, quelque chose qu'on décide de faire tel jour ou telle semaine ou tel mois. C'est à vous de voir comment vous voulez vous organiser. Il faut que ce soit des choses qui soient quand même réalisables, que ça ne crée pas trop d'angoisse. À vous de décider exactement ce qui est possible, se mettre dans des situations qui sont inconfortables sans aller non plus vers une angoisse atroce. À vous de doser exactement ce dont vous vous sentez capable avec le contexte du moment. Et essayez toujours d'être dans cette démarche-là. Si vous avez des comportements d'évitement, essayez de choisir une situation que vous évitez systématiquement et d'essayer d'aller vers cette situation. Si vous avez des choses que vous ne mangez pas, peut-être essayer de manger un tout petit peu de cette chose. À vous de voir. L'idée, c'est vraiment de se challenger, d'avancer, de réussir, d'avoir plus de confiance et d'augmenter le champ des possibles, en fait, malgré la phobie. Donc ça, c'est vraiment la première chose et donc ça s'applique à tous les domaines qui sont touchés par la phobie. Si vous avez des difficultés avec la nourriture, si c'est difficile pour vous de manger un repas complet, si vous vous sentez lourd après, si vous avez des nausées, etc. Si c'est vraiment un problème, si vous perdez du poids, si vous sentez que vous allez vers l'anorexie, parce que c'est possible aussi quand on a une hémétophobie de tendre vers l'anorexie, essayez vraiment d'être à l'écoute de la faim, de fractionner les repas, de faire des petits repas qui vont pas alourdir, qui vont pas angoisser, manger un petit peu dès qu'on a faim, ça peut réhabituer le corps. Et puis petit à petit, vous pouvez augmenter un petit peu la quantité, la variété de vos repas quand vous sentez que ça va, que vous vous sentez bien. Et encore une fois, c'est une histoire de confiance en son corps et aussi de capacité parce que quand on mange pas, en fait, l'estomac rétrécit, donc on est moins capable de manger et c'est un cercle vicieux ensuite, surtout quand on a vraiment peur de vomir. Je pense que ça aide beaucoup de cuisiner, de connaître les produits, les odeurs, les réactions, tout ce qui peut se passer dans la cuisine. Avec la connaissance, on est vraiment en mesure de savoir ce qui est sans danger. Il y a énormément de choses qui sont totalement sans danger, même des choses périmées, ça c'est encore un niveau au-dessus, mais savoir ce qui peut être consommé, périmé, sans aucun danger, absolument. Par exemple, du riz, des pâtes, du couscous, ce sont des choses qui sont totalement sans danger. Et c'est vraiment intéressant de développer cette connaissance pour ne pas se retrouver en situation de panique régulièrement parce qu'il y a telle couleur, parce qu'il y a telle réaction, parce que telle date est passée, etc. Si on est vraiment objectif, il y a quand même assez peu de choses qui sont susceptibles de nous rendre malades. Il y a énormément de choses qui sont totalement sans danger. Et je pense que c'est vraiment important de développer cette connaissance pour se sentir sûr de soi et pour éviter d'avoir ces questionnements qui reviennent. Est-ce que je peux manger ça? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que je vais être malade? Ou si on l'a déjà mangé, est-ce que j'ai eu tort? Est-ce que ça risque de me rendre malade? Et là, on peut créer des symptômes, on peut avoir l'impression qu'on va être malade. Je pense que toutes les personnes qui souffrent d'hémétophobie connaissent ces situations, c'est invivable, ça prend la tête, ça empêche de se concentrer sur ce qu'on a à faire, ça crée de l'angoisse c'est très mauvais pour le corps, etc. On sait que tout ça, c'est un engrenage et qu'il faut vraiment en sortir. Donc pour moi, la connaissance est vraiment très utile dans ce cas-là. Évitez bien sûr de prendre des médicaments à tout va, ça n'est pas bon pour le corps. Et ça n'est pas bon pour la confiance en soi et en son corps non plus. Il est préférable peut-être de manger un petit peu moins, de sélectionner vraiment ce qu'on va manger, de cuisiner chez soi que de manger un peu n'importe quoi et de prendre des médicaments sans arrêt, que ce soit des médicaments pour ne pas vomir ou des médicaments pour diminuer l'angoisse. Je pense vraiment qu'on a tout à gagner à essayer de plutôt être au clair avec ce que l'on va manger, l'impact que ça peut avoir, etc.
Ça prend du temps, je dis pas que ça se fait du jour au lendemain, mais je pense qu'on gagne vraiment à faire ça. En tout cas, moi, dans mon cas, j'ai vraiment gagné à passer du temps à cuisiner. Ensuite, si vous mangez dehors, je sais que pour beaucoup de personnes, ça n'est pas simple. C'est quand même intéressant d'avoir des gens qui commentent. On sait en plus qu'il y a beaucoup de gens qui sont vraiment impitoyables. Clairement, si quelqu'un a mangé quelque chose et que ça l'a rendu malade, vous avez beaucoup de chance pour qu'il l'écrive dans les commentaires. Donc, pour se rassurer, ça peut être quand même intéressant d'aller voir les commentaires, de mettre les commentaires les plus mauvais. Il y a comme un petit moteur de recherche, donc vous pouvez mettre intoxication, diarrhée, vomissement, tout ce que vous voulez pour voir si quelqu'un a été malade. Mais en général, si vous allez dans un endroit qui est bien noté, il y a peu de mauvais commentaires et vous voyez tout de suite si les mauvais commentaires, ils sont en lien avec la nourriture, ils sont en lien avec un problème de fraîcheur, un problème d'intoxication ou pas du tout, parce que les mauvais commentaires peuvent être tout simplement en lien avec l'accueil ou la quantité de nourriture dans les assiettes, etc. Donc ça permet très vite de voir s'il y a eu des soucis ou pas. Aller dans des endroits qui sont bien notés, évidemment, dans tous les cas, ce sera meilleur et ce sera plus sympa en général. Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant de regarder ce qu'ils proposent, de regarder s'il y a des choses qui nous plaisent, est-ce que ça nous donne envie de manger ou pas, est-ce qu'il y a des plats qui sont vraiment sans risque de par les ingrédients qui les composent. Moi, je trouve que ça aide de savoir à quoi s'attendre, de pouvoir se projeter, de pouvoir même décider ce qu'on va manger ce jour-là. Ça évite vraiment de se retrouver sur place et de paniquer en fait, de pas savoir ce qu'on va prendre et d'avoir l'angoisse, d'avoir la pression de devoir choisir vite, etc. Et puis même ça peut donner cette envie de sortir et d'aller goûter à tel ou tel plat parce que on a lu les commentaires, on a vu les photos, ça a l'air bon et en plus on est beaucoup plus en confiance. Comme l'hémétophobie elle est vraiment liée souvent à beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse, je pense que faire des respirations tous les jours c'est vraiment important. Ça permet d'activer le nerf vague, de stimuler la part du système nerveux qui est parasympathique, celle qui permet d'être au calme et ça va aider à la fois à diminuer l'angoisse, à diminuer l'anxiété, mais ça va aider aussi à bien digérer. Donc, ça évitera les symptômes qui vont peut-être créer des angoisses, etc. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de faire des respirations avec des expirations qui sont plus longues que les inspirations. Si vous pouvez, par exemple, vous pouvez inspirer en 4 temps et expirer en 8 temps. Si c'est trop long, les 8 temps, vous pouvez inspirer en 4 temps, expirer en 6 temps. Si c'est trop long, les 4 temps pour inspirer, vous pouvez inspirer en 3 temps, expirer en 6 temps. L'important, c'est d'avoir cette régularité et d'avoir des temps d'expiration qui sont plus importants parce que c'est ça qui va vraiment stimuler le système nerveux parasympathique, le système nerveux du calme. Vous gagnerez vraiment à faire ça. Si vous pouvez le faire 5 minutes 3 fois par jour, c'est l'idéal. Vous pouvez le faire avant de manger parce que ça va vous aider à vous détendre et ça va vous aider aussi à digérer. Vous pouvez utiliser une application pour faire ça. Il y en a plusieurs. Moi, j'utilise l'application Breathe. J'ai réglé les temps d'inspiration et les temps d'expiration moi-même. Moi, j'ai ajouté aussi des temps de rétention, c'est-à-dire que moi, j'inspire en 4, je fais une pause de 4, j'expire en 8 et je fais une pause de 4. À vous de voir si vous vous sentez confortable ou pas. Ensuite, c'est quand même très utile de vraiment bien mâcher la nourriture, à la fois pour bien digérer, mais aussi, encore une fois, pour activer ce système nerveux parasympathique. Je sais que moi, comme c'était très difficile de manger, j'avais cette tendance à manger très vite pour que ce soit terminé. Et donc, je comprends, bien sûr, si c'est votre cas, mais vraiment, si vous pouvez essayer de mâcher mieux, ça va vraiment aider votre corps. Moi, je vois la différence quand je le fais et quand je ne le fais pas, notamment au niveau des brûlures d'estomac, par exemple. Donc, essayez. Voyez si c'est quelque chose de très inconfortable ou pas. Si c'est quelque chose de confortable, là c'est vraiment le top du top. Ça peut vraiment aider et ça peut vraiment aider sur le long terme. Le problème c'est que de manger très vite et de manger dans l'angoisse, sur le long terme ça peut avoir des conséquences sur la digestion, sur l'estomac. Et donc évidemment créer de l'angoisse parce que quand on a mal à l'estomac et que l'on est hémétophobe, ça nous stresse quoi, vous le savez. Ensuite, ça peut être intéressant aussi de marcher après les repas. Prendre l'air, marcher, ça fait du bien, ça relaxe, ça aide à la digestion, ça aide au calme. Essayez, voyez si ça fait du bien. Même une toute petite marche de 5, 10, 15 minutes. Si vous sentez de l'angoisse, si vous faites des crises d'angoisse, essayez de bouger. On a tendance parfois à rester prostré, à nourrir l'angoisse avec tout un tas de pensées, à poser des questions à des gens, est-ce que je vais être malade, à tourner vraiment en boucle. Mais en fait, quand on est vraiment angoissé, ça peut être vraiment intéressant de repasser par le corps, de bouger. Ça va nous remettre dans le corps, dans quelque chose de concret, alors qu'on souvent on est parti dans des pensées, dans des sensations
même dans de la dissociation, parfois on a l'impression qu'on est à côté de son corps ou qu'on est un peu spectateur de ce qui se passe. Essayer de retourner au corps, accepter les sensations qui passent, faire des mouvements, toucher son corps, de se tapoter un petit peu ici, de secouer son corps, de se masser les pieds, de se masser les mains, voilà, retourner au corps. Quand on a des crises d'angoisse, parfois on a juste que ça s'en aille, mais si on accepte qu'il y a des sensations qui nous traversent et qu'elles ne vont pas nous faire vomir, en général ça passe quand même plus vite, c'est moins désagréable. Pourquoi pas se distraire, s'occuper l'esprit en écoutant quelque chose, en regardant quelque chose qui nous fait du bien, qui nous met dans une situation de confort. Trouver quelques petites choses naturelles qui peuvent vous aider à retourner au calme. J'ai quelques huiles essentielles qui me détendent, mâcher un chewing-gum ça me détend. Des petites choses comme ça qui peuvent nous aider et qui deviennent un peu notre petite trousse pharmaceutique, notre trousse de secours, sans aller vers les médicaments si ça n'est pas absolument nécessaire. S'entourer de personnes qui peuvent comprendre, qui ne vont pas être irritées par les conséquences de l'hémétophobie, qui ne vont pas se moquer, qui ne vont pas minimiser, qui vont juste comprendre que ça fait partie de notre quotidien à ce moment-là. Parce que quand on est avec des personnes qui ne sont pas bienveillantes, ben ça rajoute encore une charge d'angoisse. On a peur de se sentir mal, de faire une crise d'angoisse, on n'est pas à l'aise, donc on digère moins, donc on n'a plus envie de manger, on se sent pas bien dans les transports, etc. C'est vraiment important de choisir qui nous entoure, avec qui on décide de partager des moments. Et ça, je pense que c'est presque un cadeau que la phobie peut nous faire, de vraiment bien choisir qui est à nos côtés. Je pense que c'est important aussi d'essayer d'être bienveillant soi-même envers soi-même, ce qui n'est pas toujours facile, parce que c'est une phobie qui est très difficile au quotidien. Toutes les personnes qui en souffrent vous le diront, je pense que c'est une des pires phobies, parce que ça ne nous quitte jamais vraiment, puisque c'est une phobie qui est en lien avec notre corps. On ne peut jamais se défaire de la possibilité de vomir. Ça peut toujours arriver, contrairement à des personnes qui ont des phobies dont les objets sont extérieurs, et donc il est possible de faire en sorte de ne pas du tout être confronté avec l'objet de notre phobie. Donc soyons bienveillants, soyons indulgents avec nous-mêmes. Il y a des jours où on avance plus que d'autres, il y a des jours même où on a l'impression de régresser, il y a des moments où on est plus anxieux pour d'autres raisons et ça va augmenter la phobie. Mais l'important, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, d'essayer d'aller toujours vers du mieux. Et même si la montée, elle n'est pas directe comme ça, même si c'est un petit peu comme ça, l'important, c'est vraiment d'avancer sur le long terme. Et petit à petit, quand on regarde derrière soi, quand on regarde comment on était 6 mois plus tôt, 1 an plus tôt, 10 ans plus tôt, on voit l'évolution et c'est satisfaisant. On retrouve la confiance en soi, en son corps, on peut faire beaucoup plus de choses. On retrouve cette liberté aussi de faire plein de choses. Si vous avez peur de tomber malade, essayez plutôt de faire de la prévention, de faire en sorte que votre corps soit plus fort, plutôt que d'être toujours angoissé, en sachant que le fait d'être angoissé, d'être stressé, ça va faire baisser votre immunité, ça c'est sûr et certain. Quand on est hémétophobe, on anticipe beaucoup des situations qui pourraient mal tourner, on imagine beaucoup de choses plutôt que d'utiliser son cerveau à faire ça. Comment peut-on anticiper, comment peut-on faire des choses à l'avance pour que ça se passe au mieux dans le futur, plutôt que quelles sont les mauvaises choses qui peuvent arriver dans le futur, et ça va vraiment tout changer. C'est ce que je vous disais par exemple pour les restaurants. Et je pense que c'est vraiment mon message principal finalement. Essayez vraiment en amont de préparer ce qui va se passer dans un futur proche pour pouvoir en sorte que ça se passe au mieux, diminuer l'angoisse, augmenter la résistance du corps, bien observer son corps aussi, parce que finalement quand on est hémétophobe, on ne vomit pas souvent, voire on ne vomit jamais. Personnellement, je pense que je n'ai pas vomi depuis plus de 30 ans. Pourtant, il m'est arrivé d'être malade, mais mon corps n'a pas pu vomir, clairement parce que je pense qu'il a été bloqué par ma peur panique. Donc c'est quand même intéressant d'avoir une espèce de banque des données intérieures, de savoir que telle sensation dans le corps, tel gargouillis, telle situation dans le passé n'a pas mené au vomissement, donc dans le présent, il n'y a aucune raison de s'inquiéter parce qu'il y a telle sensation, etc. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, surtout à des personnes qui souffrent de cette phobie. Sachez que c'est vraiment compliqué au quotidien. N'hésitez pas dans les commentaires également à partager vos expériences, à partager vos tips. L'idée vraiment n'est pas de se maintenir dans des ruminations comme je peux le voir parfois sur des groupes Facebook où on ne fait que parler de nausées, de vomissements, de crises d'angoisse, etc. L'idée c'est de se tirer vers le haut, d'essayer d'avancer ensemble, de se rassurer, de se sentir plus capable. Et je pense qu'ensemble, si on est dans cette dynamique, on est plus fort. Mais ensemble, si on est dans une dynamique de revenir toujours aux risques, aux angoisses,
au virus actuel, etc. On va plutôt se tirer vers le bas et c'est ce que j'ai vu beaucoup dans ces groupes-là et je trouve ça vraiment vraiment dommage. J'espère vraiment que ces petits conseils pourront vous aider. Courage à vous, on peut vraiment vraiment vivre avec et vivre beaucoup mieux. Je vous souhaite un très bon week-end, prenez soin de vous et à très très bientôt.